Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Décryptage avec cette émission spéciale recouvrement durant laquelle nous allons nous intéresser aux nouvelles technologies pour cette soirée Agora du risque client et du recouvrement. Pour en savoir plus sur le plateau, je reçois Hervé Marcotte-Ruffin, président de Cinequay. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et face à vous, Anthony Dinis, fondateur et PDG d'Opportunity, plateforme de recouvrement 2.0 et de solutions marketing digital. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hervé, une relation avec un client en situation d'impayé va être très différente selon la nature de l'impayé et sa fraîcheur, mais il existe des invariants. Oui, ce sont les invariants, sont les mêmes que de la relation client. Il faut avoir la bonne coordonnée, les bonnes coordonnées, le plus à jour possible, utiliser les bons médias pour joindre ces personnes. Bien sûr, une fois qu'on a réussi à les joindre, il faut avoir le bon discours, le bon échange qui découlera forcément d'une écoute de qualité et pour pouvoir leur proposer la bonne solution. Les outils technologiques innovants nous permettent de consacrer le temps humain qui coûte cher à cette qualité de la relation en one-to-one qui permettent de trouver les bonnes solutions. Alors, à ce propos d'outils, l'objectif premier, c'est quand même de pouvoir joindre la bonne personne. Et le premier moyen, c'est justement d'avoir les coordonnées de cette personne. Plus on est tôt dans la chaîne de l'impayé, plus les données fournies par le créancier sont pertinentes, mais il faut toujours les améliorer, les mettre à jour. Quels sont les nouveaux outils, Anthony Dinis, pour avoir de bons contacts ? De bons contacts, c'est d'avoir les bonnes coordonnées. Aujourd'hui, le meilleur moyen de joindre quelqu'un, c'est sur son téléphone mobile. Je dirais que la grande différence avec ce qu'on connaissait avant, qui étaient les mégabases opérateurs, qui existent toujours, mais qui sont essentiellement liés au numéro de téléphone fixe, qui pose un problème évident, c'est que les fixes d'aujourd'hui, c'est ceux des box, et que sur les box, en général, il n'y a pas de téléphone au bout et il n'y a personne. Donc vous ne pouvez juste pas joindre les gens quand vous avez ces numéros de téléphone-là, ceux-là. Et ce qu'on a réussi à mettre ensemble, c'est un tas de fournisseurs j'appelle ça les données du web, c'est-à-dire qui peuvent venir de jeux dans lesquels ils s'inscrivent, de génération de leads, de sociétés de ce type-là, qui nous permettent, en réunissant ces données-là, de retrouver le numéro de téléphone mobile des clients et donc de dialoguer d'une manière beaucoup plus facile à travers le SMS, WhatsApp éventuellement et le téléphone. Et donc de les joindre, qui aujourd'hui reste, je dirais, le premier défi quand on est face au recouvrement, c'est déjà de réussir à parler avec le client, sachant que parmi eux, il y en a qui ne sont pas en impayé, qui sont peut-être en refus de paiement, parce qu'ils ont déjà été prélevés, parce que le service n'est pas fourni, parce que votre box est en panne, parce que vous n'avez pas été livré, parce que vous avez déjà payé. Le plus important dans notre métier, je pense aujourd'hui, Hervé sera d'accord avec moi, c'est de réussir à joindre la personne. Après, il y a des traitements qui sont différents, qui sont adaptatifs en fonction de la situation de chacun. Pour le joindre, il faut réussir à avoir les coordonnées exactes. Et aujourd'hui, quand on réunit les bases qui existent sur le marché, on arrive à 40-45 millions de numéros de téléphone mobile, à comparer avec les 23 millions de numéros de téléphone fixe. Plus de la moitié répondent pas du tout. Ouais. Donc, si on reste sur ces bases-là, on arrive à joindre moins de 20% des numéros des clients. Est-ce qu'il y a une stratégie, justement, pour essayer de joindre les personnes au bon moment ? Est-ce que aussi les nouvelles technologies vous aident à ce niveau-là ? Dans ce domaine-là, toujours avec des technologies similaires à celles que je viens de vous dire, on arrive à savoir pour les 2/3 de la population française quand est-ce qu'il utilise son téléphone mobile. S'il est sur un site de presse, s'il est en train d'ouvrir un mail qui lui a été poussé, les emailing. Et en temps réel, on sait dire celui-là, il faut l'appeler maintenant parce qu'il est en train d'utiliser son téléphone dans son téléphone mobile. Et on estime que s'il est sur un site de presse ou un site d'e-commerce ou en train de lire un emailing, c'est qu'il est disponible et que vous pouvez le joindre à ce moment-là. Et en faisant ça, on arrive à augmenter de 20 à 30% le taux de joignabilité sur un fichier. Alors ça, c'est un aspect. Et l'autre, c'est les résultats, parce que c'est des gens qui... Les joindre, c'est évidemment le premier défi, mais le deuxième, c'est de les joindre à un moment où ils sont disponibles pour écouter ce qu'on a à leur dire. En plus. Et ça, c'est encore moins évident. Et on a pu constater par l'expérience que c'est une solution efficace. Hervé ?
Oui, on avait des solutions à l'ancienne, c'était d'appeler le samedi matin. Ça s'est arrêté parce que les gens ne nous prenaient plus au téléphone ou étaient plutôt agressifs du fait qu'on les appelle le week-end. On a un taux de présence à 100% le midi, etc. Mais ce sont des méthodes empiriques parce que si on n'a pas le bon numéro, même si les gens sont à un moment plus disponibles, ça a ses limites. Donc effectivement, la technologie qu'explique Anthony. Et si on sait qu'à un moment, une personne est en train de lire son journal web, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Alors, comment utiliser le bon média au bon moment c'est peut-être aussi la clé de la réussite. Aujourd'hui, on a des outils d'auto-résolution qui permettent de pousser des SMS et d'autres choses qu'Anthony va certainement nous expliquer pour que les gens soient actifs dans la solution de leurs difficultés. Et on s'adresse à des adultes et ça, c'est très positif dans la relation parce qu'on leur propose d'abord d'être acteurs de la solution, et c'est que s'ils refusent ou s'ils n'y arrivent pas, on les aidera à trouver une solution, on leur proposera une solution. Mais ça permet d'évacuer tous ces problèmes d'après-vente qui sont pas du on n'est pas encore dans le recouvrement, on est juste dans des problèmes d'après-vente, et ça permet d'évacuer ça et de se consacrer à notre cœur de métier qui est le recouvrement et la solution de l'impayé, pas des solutions d'après-vente, même si on est capable de le faire et de segmenter, mais ça nous permet de nous consacrer à la négo. Et l'autorésolution, c'est vraiment la façon qu'on doit mettre en avant, ce qu'on doit privilégier avant toute autre chose. Oui, parce que ça coûte beaucoup moins cher, simplement. Ça se fait sans charge humaine. Ouais. Et donc, ça diminue les coûts et ça permet de garder les coûts et les charges sur la résolution de l'impayé plus complexe, plus difficile, et sur la chaîne de l'impayé, aller chercher les derniers pourcentages de résultats, ça coûte très très cher. Donc tout ce qu'on gagne en termes de coûts en début de la chaîne, on peut le reporter sur la fin de chaîne qui fait véritablement la différence. Les gens qui aujourd'hui auto-résolvent leur dossier permettent qu'on aille chercher des gens plus proches et au dernier kilomètre, parce qu'à la fin du recouvrement, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faut aller à la porte du débiteur si la créance en vaut la peine. Il y a aussi des nouvelles technologies là-dessus, parce que la 208 électrique, c'est une nouvelle technologie pour aller voir le débiteur ou ce qui était un client au départ. Mais oui, il faut vraiment maximiser la technologie pour pouvoir mettre de l'humain au bon endroit où il y a de la valeur ajoutée réelle. Et l'autorésolution, c'est aussi une façon de considérer et de traiter le client d'une autre façon. Adulte, mais il le ressent aussi. De le faire participer et puis pas utiliser un marteau pour mettre une punaise, quoi. Donc il se sent plus considéré. Oui, donc peut-être et puis on lui a donné la possibilité de le faire. Le jour où s'il ne le fait pas, ou il ne peut pas le faire, ou la difficulté est trop importante pour qu'il le fasse, le contact sera plus facile parce qu'on pourra lui dire qu'on lui a déjà proposé, etc. Ça met une ambiance différente et une ambiance dans une conversation téléphonique, une ambiance, c'est très très important. Ça permet de déterminer toutes les causes de l'impayé. Oui. Alors Anthony a plein de solutions là-dessus. L'autorésolution, elle permet surtout aux gens qui ont été négligents, parce que ça arrive dans l'impayé. Une autre catégorie, c'est j'ai juste oublié, je ne l'ai pas fait. Donc, il n'est pas dans la contestation liée à des services non rendus ou partiellement rendus. Il a été négligent, il a averti. On lui laisse la possibilité, à partir d'une appli web qui ne demande aucun téléchargement, de payer. On a essayé de faire à notre modeste niveau la même chose qu'Amazon, de rendre les choses super faciles. Ça veut dire qu'il paye avec n'importe quel moyen de paiement, Google Pay, d'Apple, Amazon, sa carte bleue. S'il a des difficultés de paiement, il peut mettre en place tout seul une solution de paiement 3-6 fois avec un mandat SEPA. Il fait ça dans son lit, tranquille. Et il peut même aller payer en liquide dans un bureau de tabac et c'est digitalisé immédiatement. Donc, on a essayé de rendre le paiement, en tout cas pour cette partie de la population, c'est-à-dire des personnes qui ont été ou négligents ou qui sont en difficulté de paiement, de rendre la résolution de cette chose très simple, à partir de son téléphone, n'importe quand dans la journée, quand il est disponible et qu'il a envie. De telle sorte à essayer de préserver au maximum la relation
client-fournisseur qui soit la meilleure possible. Et même, dans certains cas, et on en parlera peut-être tout à l'heure, on peut en retourner un certain nombre en tant que promoteur de la marque, parce que si vous les traitez avec respect, ils vous le rendent très largement. Oui, c'est ça. Ouais. Qui sont traités autrement, c'est ce qu'on Oui, on disait. est vraiment au confin de la relation client et du recouvrement. Quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que les logiciels intelligents qui permettent d'analyser les profils de chaque client et de créer des plans de remboursement personnalisés, ça aide aussi énormément? Est-ce qu'on progresse à ce niveau-là? On progresse dans l'étude du comportement, dans un tas de choses avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qu'on a commencé à intégrer il y a un peu plus d'un an. On arrive à avoir des analyses très très fines, suivant la population, leur géographie, le type de créance, les montants des créances, et adopter des stratégies qu'on appelle adaptatives en fonction du profil du client, du moment de la journée et du type de créance. Ça, on gagne quelques points en termes de ROI et en performance, toujours en essayant de préserver, donc sans jamais aller trop loin. Et Hervé est pour ça une exception dans son domaine, parce que je voulais même dire, confier votre relation client à un huissier de justice, ça peut paraître curieux de dire une chose pareille, mais pour ceux qui ont compris que le client en défaut de paiement plutôt qu'en impayé, parce que je préfère dire en défaut de paiement, est d'abord un client, que le prix d'acquisition pour toutes les entreprises est élevé, le churn est de plus en plus cher, se poser ces questions-là dans ces moments du parcours client, je pense que c'est rare, en tout cas dans ta profession, ça n'existe pas. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que c'est paradoxal. Les gens sont surpris, ils ont une écoute qu'ils n'imaginent pas avoir venant d'un huissier. Et puis, pour revenir sur l'autorésolution, une autorésolution proposée par un huissier, elle va chercher des gens qui sont un petit peu récalcitrants déjà. On passe là, c'est juste à la limite. Le fait d'amener une autorésolution par huissier, les gens qui étaient à la limite de dire non, je ne paye pas, etc., là, quand même, ils passent et ils bénéficient de l'autorésolution. Ils n'ont pas l'huissier au téléphone. Après, en termes d'outils, Anthony, on peut parler d'autres outils qui sont utilisés? D'autres outils qui sont utilisés. Oui, quels outils? On a parlé de live, Après, on passe à la conversation. Une fois qu'on a fait l'autorésolution, il faut, si les gens ne prennent pas leur destin en main, il faut qu'on aille les chercher. Ouais. Et là, les outils, c'est les outils de mise en relation. Ouais. C'est la spécialité d'Anthony, évidemment, mais et nous, on met des gens et de l'écoute derrière, parce que tout part de l'écoute, comme dans la relation client. C'est juste à partir d'un bouton aujourd'hui, ça s'appelle le WebRTC, ça permet à partir de n'importe quelle application web, que ce soit sur un Apple ou un Android, d'être mis en relation directement avec un agent et de balancer toutes les informations à l'agent avant qu'il prenne l'appel, que ce soit la localisation géographique d'où vous êtes, le contexte, ça veut dire ce que vous avez fait avant, l'historique, alors qu'il va retrouver dans le CRM dans certains cas, et par ailleurs, avec la même solution, de programmer plutôt un rappel, parce que ce n'est pas le moment pour moi de vous parler. J'ai été contacté par vous, mais je suis en réunion ou je suis avec un collègue ou avec un client, et je préférais vous parler à 17h30 parce que j'ai ma pause tout à l'heure. Et je vais planifier ça pour éviter, de le faire attendre au téléphone. Et sur ce rappel, on va utiliser du multimédia. Ça veut dire que quelques minutes avant de le rappeler à l'heure qu'il a choisi, on va pouvoir lui envoyer un SMS en lui disant comme vous avez demandé, on va vous rappeler dans quelques minutes à partir de tel numéro de téléphone, parce qu'en fait, quand on ne vous répond pas, on oublie trop souvent que parfois, ils ne savent juste pas que c'est vous qui essayez de le joindre, parce qu'on appelle avec des numéros géolocalisés, 01, 03, pour essayer de rapprocher, de tenir un meilleur taux de décroché, mais en réalité, on rend totalement invisible la société auprès du destinataire, puisque... sans citer de marque pour éviter mais les gens vont hésiter à afficher leur vrai numéro pour éviter qu'on rappelle le service client. Donc finalement, on appelle des gens et on va leur reprocher parfois de ne pas vous répondre alors qu'ils ne savent même pas à qui ils ne répondent pas. Donc avant, il y avait le numéro caché. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus personne qui répond sur un numéro masqué. On fait aujourd'hui des numéros géolocalisés, c'est-à-dire des numéros qui vont régionaux, et ça répond de moins en moins. Parce que simplement, les gens, ils répondent plus quand ils savent pas qui les appelle. Et donc, là-dessus, il faut être un peu inventif et utiliser effectivement ce qu'on appelle du multimédia pour réussir à les joindre. Et on va adapter. Cette fois-ci, il sait que c'est moi qui vous appelle et qui répond pas ou qui refuse l'appel au bout de 2 sonneries. Je le sais et je vais adopter des stratégies qui vont être différentes pour le joindre la prochaine fois. Mais de plus en plus d'entreprises
Et c'est de limiter la pression client, c'est-à-dire limite le nombre de tentatives, Oui. les heures auxquelles on appelle. Et il y a des entreprises dans l'énergie, que je ne vais pas citer parce qu'il est là, mais qui font gaffe au nombre d'appels qu'ils font, qui ne veulent plus qu'on appelle les clients après 19h30, qui ne veulent plus qu'on les appelle entre midi et 2, qui ne veulent plus qu'on les appelle le samedi. Et donc, ça restreint tout ça. Il faut être de plus en plus intelligent et performant pour réussir dans les contraintes qui sont aujourd'hui imposées par des marques, pour quand même réussir à joindre et à faire le travail. Et ce sont les mêmes outils aussi qui permettent d'envoyer pratiquement en temps réel des vidéos d'explication, des pièces en temps réel. Ça, c'est la vidéo personnalisée interactive qui permet... c'est un progrès aussi. C'est un progrès parce que dans les conditions... Chez un opérateur, ça peut représenter jusqu'à 20% des appels téléphoniques sur le centre de service client. C'est juste la non-compréhension d'une facture. Vous avez pris un nouvel abonnement ou j'allais dire Canal, mais une chaîne payante, ou un opérateur, et puis la première facture va pas correspondre au montant dont vous avez souscrit, puisqu'elle va prendre les derniers jours, enfin il va y avoir des décalages. Et l'explication de la facture, avec la vidéo personnalisée interactive, c'est un moyen de résoudre une partie des impayés, et qui n'est pas négligeable, parce que le non-paiement, juste parce que je n'ai pas compris ce qu'on me demande, et représente à peu près 20% des flux, ce qui est important. Et à partir de cette technologie, on arrive à expliquer, non pas, c'est pas un didacticiel, c'est votre facture avec vos montants, avec vos données clients qui va vous jouer, que ce soit le son ou les images que vous allez voir, sont personnalisées. Ça correspond à la personne. Votre facture. C'est votre facture, c'est une personne physique qui est dans vos mains qui va vous expliquer votre facture. Chez l'énergie, il y a la première, mais il y a aussi des factures de régul annuelles. Vous avez une facture de régularisation avec des montants que vous n'attendiez pas. Le fait d'avoir une explication peut adoucir et résoudre beaucoup de choses chez un client. On pourrait imaginer la même chose. Et la grosse différence, pardon de te dire ça, avec une boîte de recouvrement plus traditionnelle, je viens de penser à un truc, c'est que ils se font payer en général un pourcentage du montant recouvré. On n'est plus sur de l'interaction, etc. Parce que le pourcentage du montant recouvré, il s'en fout d'expliquer une facture. Il s'en fout de savoir si vous avez ou pas traité le problème de service client, etc. Donc, même dans le mode de facturation de nos services, il faut les adapter pour pouvoir avoir des ambitions qui puissent être communes avec la marque qui vous a confié ses clients. Qui, pour certains, les appellent encore de la matière, quand même. La matière, c'est un montant à recouvrer. Non, mais la vidéo, on pourrait l'utiliser même lorsqu'on est beaucoup plus loin dans la chaîne du recouvrement, au niveau juridique, pour donner des explications juridiques. On fait du recouvrement sur de la facturage, c'est quand même une matière complexe, et on fait intervenir des gens qui ont du mal à se situer dans la chaîne. On pourrait très bien envoyer un petit module vidéo pour expliquer quelle place ils ont dans le système. Voilà, non, c'est quelque chose qui... À partir du moment où on donne une explication à quelqu'un, on dénoue les nœuds. Voilà. Anthony disait le SMS certifié qui arrive, justement, oui, ça, parce et qu'il d'autres choses le SMS certifié, le RCS aussi, mais le certifié, c'est la première des choses avec le certifié, c'est que vous avez on a peut-être tous été ici victimes d'un hameçonnage ou vous cliquez sur un lien que vous avez reçu par SMS et vous allez être dérivé vers des sites qui ne sont pas celui sur lequel vous pensez être, avec des gens qui essaient de capturer vos informations bancaires. Le SMS certifié, c'est quelque chose qui vous permettra, à réception du SMS, comme vous avez sur les sites de Facebook ou d'Instagram, d'avoir un petit symbole qui vous certifie que ce SMS, vous l'avez bien reçu de cet émetteur. Et donc de rassurer sur les interactions clients, qu'ils sachent que quand ils vont cliquer sur le lien qui peut être incorporé dans ce SMS, ils vont bien aller vers le site. C'est rassurant. Donc c'est une manière, encore une fois, d'interagir dans un cadre sécurisé. Inévitablement, c'est sans faute. Et le RCS, c'est aussi une nouvelle techno qui sort cette année et qui permettra d'avoir l'équivalent d'une application mobile, mais dans l'environnement qui est connu par le client, son SMS. Vous téléchargez rien, vous êtes dans le SMS et vous allez voir des boutons apparaître, des interactions, des applis, vous pouvez télécharger, jouer des vidéos, tout ça dans votre environnement, dans votre application d'SMS que vous connaissez déjà. Et ça, c'est encore des choses qui sont de nature à faciliter et le recouvrement, et parce qu'on s'y attache beaucoup aujourd'hui, à mesurer au terme de ces actions, qu'est-ce qu'on a provoqué comme... satisfaction ou insatisfaction chez les clients pour pas seulement dire qu'on a fait proprement le travail, mais le mesurer de manière objective.
Et à quoi peut-on s'attendre dans les années à venir avec l'intelligence artificielle? Là, c'est des choses qui arrivent demain, après-demain, dans les 3, 4, 5 ans qui arrivent. Est-ce que déjà on imagine vers quoi ça va tendre? Est-ce que la reconnaissance faciale va rentrer dans la boucle aussi? La reconnaissance faciale pour identifier la personne à qui on parle? Oui, par exemple. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, on va la garder. Voilà, Aujourd'hui, j'ai un à court terme, copyright, je pense que ce qui va le plus changer, c'est qu'on va essayer d'arriver aux objectifs qui nous sont fixés par nos clients, et c'est le taux de joignabilité. Il faut d'abord réussir à parler avec les gens pour trouver des solutions ou de paiement. Il faut d'abord réussir à parler avec eux. Et la contrainte supplémentaire, qui est déjà pas simple, celle-ci, ça va être de le faire dans des horaires très restreints. Ça veut dire d'éviter ce qui était les dérives un peu que on a tous pratiqué, en allant un peu plus tard le soir, un peu plus tôt le matin, un peu le week-end, de répéter 3, 4, 5 tentatives d'appel dans une seule journée, et puis les répéter tous les jours. Tout ça, il faut un peu l'oublier, ça fait partie du passé, et ce qu'il va falloir faire, c'est savoir que cette personne-là a plutôt tel comportement, et que le bon moment pour essayer de le joindre sans l'emmerder ou qu'il soit disponible pour nous écouter, c'est plutôt sur tel média et plutôt dans telle plage horaire. En se méfiant d'un truc, c'est qu'un a priori, c'est ça que l'AI nous apporte, un a priori, c'était que les gens de moins de 30 ans, on pensait que c'était plus réceptif au message texte qu'à la voix. Parce que si vous regardez autour de vous, de moins en moins de jeunes utilisent la voix, le téléphone pour téléphoner. Ils l'utilisent pour texter, sur WhatsApp, sur le SMS, mais pas tellement sur le téléphone. Et en vérité, on s'aperçoit que ce comportement-là, il est à peu près à tout âge, et il est plus lié à des situations urbaines, des situations sociales, le métier, enfin d'autres data qui ne sont pas la tranche d'âge en elle-même. Et tout ça, ça devient très compliqué à appréhender. Ça ferait des requêtes sans arrêt, et puis ça bouge. Et l'AI, ça nous permettra de rester au fait, de suivre ça d'une manière beaucoup plus proche, et quand les choses changent, de s'adapter beaucoup plus vite. Alors, on a parlé beaucoup de machines au niveau des progrès, mais j'imagine que pour le contact direct live, est-ce qu'on progresse aussi en termes de communication humaine dans l'échange? Est-ce que les opérateurs sont formés? Et est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies? Non, c'est la joignabilité. À partir du moment où on a la personne. Mais une fois qu'on a la personne. Après, oui, l'envoi de pièces en temps réel, on n'a pas parlé de chatbot. Et sur l'approche? Non, sur l'approche, c'est pas tant les nouvelles technologies, c'est Non, mais je parlais justement de progrès dans le terme de coaching pour aborder le mieux possible le client. C'est de le comprendre, et le comprendre, il faut avoir des gens qui ont de l'empathie, et c'est difficile d'avoir des méthodes d'apprentissage de l'empathie. De la bienveillance, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas. Et pourtant qui sont très importants. Et donc, toutes les technologies évitent de devoir multiplier les RH, où on a du mal à avoir des gens qui sont... La vraie difficulté, c'est qu'on va avoir du mal à avoir des gens qui vont être plus performants que tout ce qui se sera passé avant. Et c'est ça le vrai challenge des années qui viennent, c'est qu'ils devront apporter quelque chose. Parce qu'avant, il n'y avait pas toute cette phase, ces premières phases, et donc on avait la crème aussi, et donc ça permettait de masquer les lacunes. Là, il n'y a plus rien qui masquera les lacunes, et donc on va devoir monter le niveau d'exigence, et il y aura peu d'acteurs. Puis je rajouterais deux choses, quand aujourd'hui ils travaillent en chassant, c'est-à-dire quand vous avez des téléacteurs qui sont payés pour aller chasser, joindre le client pour le recouvrer, il n'est pas dans la même situation que quand on l'informe. Ça, c'est chez Cofidis, on avait fait une étude assez approfondie avec eux, où dans les méthodes automatisées qu'on déploie aujourd'hui, à la fin, finalement, le client se fait mettre en relation entrant. Ça veut dire un appel entrant pour le téléacteur qui est déjà dans un autre état d'esprit, parce qu'il n'est plus chasseur, mais il est là pour résoudre. Donc, il se retrouve mis en relation avec un client, il est là pour résoudre le sujet. Et donc, dès le départ, dans la mise en relation, le fait que ce ne soit pas parce que j'ai chassé que j'essaie de le joindre 10 fois, l'état d'esprit dans lequel je vais lui répondre est différent. La rémunération de ces gens-là, évidemment, intervient aussi, parce que si le seul intéressement est variable qu'ils ont, il est sur le montant recouvré, il est évident qu'il va chercher à en faire un maximum dans la journée sans se préoccuper du reste. Et je pense que quand on prend en compte au moins ces deux aspects, c'est-à-dire ses rémunérations et comment il est mis en relation, on a déjà fait un gros progrès par rapport à ce qui s'est pratiqué jusqu'à maintenant. Mais c'est des domaines qui avancent très vite, et là où je suis très confiant, voilà, c'est plutôt...
où je suis très confiant, c'est que le recouvrement qui a été longtemps à la finance, aujourd'hui, il est passé à la relation client et elle-même au marketing. Et tout ça, ça fait changer d'une manière assez naturelle le comportement des entreprises vis-à-vis du client dans ce moment que nous on appelle l'expérience du client fragile. En tout cas, dans son parcours client, il est clair que c'est un moment délicat, mais c'est aussi une opportunité pour créer du lien avec lui et créer de l'adhérence avec la marque. Et donc, les entreprises le comprennent de mieux en mieux, agissent dans ce sens-là, et je pense qu'on va encore faire des progrès importants ces prochaines années, avec même des huissiers qui sont quand même 2.0, je dirais même 3.0. Il y a des vraies évolutions. Nos clients rappellent leurs clients pour savoir comment on les a traités aujourd'hui. Ça existe, c'est 2019. Alors justement, je voulais vous savoir quelles sont les remontées d'infos que vous avez. On va quasiment terminer cette émission, mais il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que vous faites des sondages? Est-ce que Non, c'est pas. Comment ça se passe? Chez nous, c'est pas encore notre culture, mais nos clients commence, donc on va être, c'est un objectif à très court terme. Ouais. Il va falloir qu'on le fasse. Oui, c'était pas. Nous, de plus en plus de nos clients il faut le dire, font systématiquement, en fin d'opération, systématiquement des surveilles assez élaborés, courts évidemment, mais courts pour essayer de mesurer non seulement l'impact sur le client, et de mesurer de manière objective lesquels parmi eux, combien on en a transformé en promoteur. Parce qu'encore une fois, quand c'est bien fait, bien sûr. Non seulement ça reste un client, mais il devient promoteur de la marque. Hyper important. Contrôle qualité. Pour terminer, Hervé, vous qui êtes huissier de justice, est-ce que vous pouvez nous dire si le recouvrement judiciaire et l'exécution bénéficient également de ces nouvelles technologies? Est-ce qu'on avance? Oui, là on a parlé du début de la chaîne, là on arrive en fin de chaîne. Oui, l'actualité, c'est l'injonction de payer dématérialisée avec la loi qui est sortie en mars, mais on dit injonction de payer dématérialisée, déjà c'est pas tout à fait ça, puisque c'est la requête en injonction de payer qui est dématérialisée, c'est-à-dire le dépôt du dossier dans un tribunal créé spécialement centralisé au niveau français. Il n'y aura plus qu'un seul tribunal de grande instance qui deviendra tribunal judiciaire qui traitera ça à partir du 1er janvier 2021, mais c'est juste le dépôt du dossier qui sera dématérialisé. Le tribunal rendra encore une ordonnance d'injonction de payer papier. Donc il reste encore quelques années pour les gens qui font de la gestion de titres exécutoires et qui gèrent la dématérialisation. C'est aussi ce que nous faisons. Quelques huissiers font en tout cas. On gère pour nos clients la dématérialisation. C'est une nouvelle technologie où on est en train d'apporter évidemment ce qui se fait, c'est-à-dire la numérisation probatoire et avec de l'OCR évidemment. Voilà. Merci Hervé Marcotte-Ruffin, merci Anthony Dinis d'être venu sur le plateau. Cette émission beaucoup. est produite et réalisée par la Dream Team d'Agora Media. À très vite pour un nouveau sujet vous concernant, bien évidemment. En attendant, prenez soin de vous.